Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique Nord-Pas-de-Calais, une émission enregistrée vendredi dans les conditions du direct. Aujourd'hui, nous recevons le député du Nord LFI, Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez sur la scène médiatique depuis quelques jours après une diète médiatique de plusieurs mois suite à votre condamnation pour violence conjugale. Est-ce que vous pensez avoir réussi à surpasser cette étiquette de mari violent ? Écoutez, vous savez, en politique, souvent, quand un homme ou une femme politique est mis en cause, on dit qu'il faut nier. C'est la règle, a priori. Moi, j'ai fait un autre choix. J'ai fait le choix de reconnaître une faute, puisque oui, ça m'est arrivé dans ma vie, lors d'une dispute conjugale, il y a maintenant plusieurs années de cela, de lever la main, d'avoir ce geste, une gifle, un geste que je n'ai jamais banalisé, jamais minimisé, que j'ai immédiatement regretté, sans attendre d'avoir été mis en cause par la justice. Et un geste qui a été rendu public dans un moment privé, qui est celui d'un divorce, et que j'ai choisi de reconnaître, voilà, contre y compris certains conseils juridiques qui m'ont été donnés à l'époque. Et je regrette d'avoir eu ce geste. Je regrette certains mots qui ont été utilisés pour ma défense à l'époque, qui donnaient l'impression parfois qu'un contexte pouvait expliquer. Non, en réalité, rien n'excuse un tel geste. Je l'ai regretté, la justice est passée. D'ailleurs, j'en profite, je le dis, je souhaite que la justice puisse entendre et accueillir toutes les femmes victimes, d'ailleurs, quels que soient les faits. Parce qu'il y a toutes sortes de faits, il y a des choses bien plus graves aussi. Mais du premier fait jusqu'à bien plus grave, il faut que la justice ait les moyens d'agir. Est-ce que ça change quelque chose sur votre manière, votre vision d'être député ? En tout cas, ça change beaucoup sur ma manière d'appréhender ces sujets. Vous savez que ce sont des combats qu'on mène depuis très longtemps à la France Insoumise. Et moi, notamment, ce stage qui m'a été demandé par mon groupe parlementaire, qui ne m'a pas été demandé par la justice, qui n'a pas jugé que c'était utile, mais le groupe parlementaire, lui, a jugé que si. Et donc, j'ai fait un stage sur les violences intrafamiliales dans le Pas-de-Calais, avec une association d'ailleurs qui tient à rester anonyme, mais que je salue, et des personnes qui ont besoin de moyens pour faire ce genre d'action. Et il m'a fallu ce temps pour comprendre, apprendre, et pour essayer de m'améliorer moi-même sur ce sujet. Ça change quelque chose sur votre place dans le parti ? Écoutez, sur ma place, incontestablement, vous voyez bien qu'il y a eu un moment de mise à l'écart. Il y a eu des sanctions qui ont été prononcées contre moi, que j'ai acceptées. Dès l'instant où vous reconnaissez votre faute, vous acceptez la sanction qui va avec. Et puis après, il y a des gens que ça a déçu. Et auprès d'eux aussi, je dois m'excuser. Même si les faits sont extrêmement datés, et même si, par exemple, ma réélection date d'après ces événements dans ma vie, je comprends qu'il y a des gens qui ont été déçus, et je leur présente mes excuses. Et je pense que c'est aussi quelque part le sens de l'existence, d'essayer toujours de s'améliorer. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix. Je ne sais pas, c'est pas à moi de dire s'il est utile ou pas pour la cause, mais je crois que l'habitude selon laquelle, quand un homme politique est accusé de nier les accusations qui lui sont proférées, moi, je pense que c'est une mauvaise décision, et que reconnaître ses torts, c'est aussi quelque chose qui peut faire avancer ce sujet. Revenons à l'actualité en France cette semaine. C'est le salon de l'agriculture chahuté pour le président. Il reste malgré tout un lieu de passage pour les personnalités politiques. La ministre lançoise Agnès Pannier-Runacher, Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, président de région, ou encore le député communiste du Nord, Fabien Roussel. Mais vous n'y étiez pas plus que Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Non, moi je n'y étais pas à titre personnel, Jean-Luc Mélenchon non plus, mais la France Insoumise y a été très bien représentée. Manon Aubry y était, Manuel Bompard y était, on a eu une délégation, Aurélie Trouvé. C'est un sujet qui est extrêmement important. Mélenchon, ça fait des années qu'il boude le salon de l'agriculture. Non, pas qu'il le boude, on rencontre des agriculteurs, mais en tout cas la France Insoumise était représentée, et je crois que c'est là l'essentiel. Et puis d'ailleurs, surtout, je dois le dire, cette semaine, pendant le salon de l'agriculture, il y a une victoire idéologique très forte de la France Insoumise. Je rappelle que le 30 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, nous avons proposé une loi pour instaurer les prix planchers, c'est-à-dire des prix véritablement rémunérateurs pour les agriculteurs. La principale revendication, tout le monde l'a compris, c'est vivre correctement de son travail. Cette proposition de loi avait été beaucoup moquée par les macronistes. Le ministre Marc Fesneau, par exemple, parlait d'une proposition soviétique. Et puis on a vu, après, lors du Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron reprendre à son compte cette proposition que ses députés avaient rejetée quelques semaines auparavant. De ce point de vue, c'est carton plein pour nous et c'est une victoire. Maintenant, bien évidemment, on va regarder comment ça se décline concrètement. Il ne s'agit pas juste de reprendre les mots, il faut reprendre les faits. On va écouter les explications d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée de l'Agriculture. Ces prix planchers, c'est au fond la prolongation de ce que nous avons fait ces 6 dernières années pour mieux partager la valeur entre les producteurs, les transformateurs, les industriels et la grande distribution.
les lois que nous avons passées, elles ont permis de mieux répartir ce prix, de mieux rémunérer les éleveurs laitiers notamment, de mieux contractualiser, mais ça ne va pas assez loin. On en fait collectivement le constat. Et donc ce que nous voulons faire, c'est d'aller un cran plus loin. On sait qu'on utilise aujourd'hui des indicateurs de référence. Ils sont élaborés par la profession. C'est pas l'État qui le fait, c'est pas le soviétisme. Mais ces indicateurs ne sont pas suffisamment utilisés pour établir les contrats. Ce sont des indicateurs qui évaluent les coûts de production des agriculteurs. Et nous voulons que ces indicateurs soient utilisés de manière plus importante dans les contrats dans la future campagne de négociation en 2025. Des prix planchers, mais pas de la même façon que vous, c'est ça? Comment vous y seriez pris pour les établir? D'abord, on attend de voir concrètement ce qu'ils vont faire. Parce qu'on a eu d'abord une proposition de prix plancher par Emmanuel Macron, puis on a eu la proposition de prix plancher au niveau européen. Tout le monde imagine que ça ne va pas se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, ni même peut-être les prochaines années. Puis moi, je demande à Agnès Pannier-Runacher de nous expliquer ce qu'est le soviétisme, parce que est-ce que les États-Unis sont un pays soviétique? Je ne le crois pas, et pourtant ils pratiquent ce genre d'encadrement des prix pour s'assurer que les producteurs soient rémunérés. Le Canada aussi, par exemple. Et jusqu'au milieu des années 90, c'était fait par la PAC à l'échelle de l'Union européenne. On n'a pas vu que l'Union européenne des années 90, c'était non plus du soviétisme. Donc en réalité, de quoi s'agit-il? Vous avez un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. D'ici 10 ans, la moitié vont partir à la retraite. On parle d'une installation pour 3 départs de 200 exploitations qui ferment chaque semaine en France. C'est la mort programmée de notre agriculture. Et Emmanuel Macron se situe dans un entre-deux qui ne peut pas fonctionner. Il y a un choix à faire. Est-ce que nous voulons une agriculture pour l'export et le marché, ou une agriculture locale de qualité pour bien manger? On ne peut pas faire les deux. Et quelle solution vous prenez? D'abord, évidemment, la principale revendication des agriculteurs, c'est vivre correctement de leur travail. Et ce n'est pas supportable. Vous avez un suicide tous les 2 jours. Donc les prix planchers, c'est-à-dire des prix qui seraient fixés à la fois par les producteurs s'agissant de leur coût de production, le minimum, pour pouvoir se payer un salaire. Vous savez qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent même pas se payer de salaire, avec bien évidemment les acteurs industriels, mais n'ayons pas peur du mot, avec l'État aussi. Ça n'est pas un gros mot, l'État, contrairement à ce qu'a l'air de dire dans cette intervention Agnès Pannier-Runacher. Et puis ensuite, il y a une deuxième revendication qui est importante et dont on n'a pas parlé, c'est la fin de la concurrence déloyale. Parce qu'on ne peut pas non plus demander à nos agriculteurs de s'améliorer en gamme, d'avoir des produits de meilleure qualité, voire même de se convertir au bio. Et dans le même temps, les pousser à la concurrence avec des pays qui produisent dans des conditions qui ne sont pas du tout les nôtres. Ce sont les clauses miroirs. Vous êtes pour justement les mêmes mesures. C'est clair que si nous avons des exigences envers nos agriculteurs et que nous avons des normes ici, et je pense qu'elles sont bien, je ne crois pas que ce soit les normes le problème. En revanche, là où ça devient un problème, c'est quand, pendant qu'on impose ces normes à nos agriculteurs, on importe sur notre sol des produits qui sont dans des conditions de production sociale, environnementale Mercosur, et sanitaire. alors vous êtes pour, par exemple, les accords qui sont négociés entre les pays d'Amérique du Sud et l'Europe? Non, vous seriez pas, parce que s'il y avait des clauses miroirs? Non, parce que ça, ce sont des accords de libre-échange qui participent de ce grand déménagement du monde. Je ne crois pas que nous avons besoin d'haricots verts du Kenya. Je ne pense pas que nous avons besoin non plus du poulet ukrainien qui sort à 3 € le kilo, alors que nos producteurs, nous, le sortent à 7 € le kilo. C'est une concurrence déloyale, c'est insupportable. Et je pense que les produits importés devraient avoir les mêmes normes que celles que nous exigeons de nos agriculteurs. Voilà ce que nous disons. Vous êtes donc pour la préférence nationale au point de vue alimentaire. Comment on la met en place concrètement? Mais d'abord, il y a une chose à dire aussi. C'est la grande hypocrisie et on n'a pas vu beaucoup les médias interroger les responsables politiques qui sont allés au Salon de l'agriculture. Les mêmes que vous voyez d'un côté caresser les vaches au Salon de l'agriculture d'une main, de l'autre signent la semaine du Salon de l'agriculture des accords de libre-échange à l'échelle européenne. Notez que pendant que se tenait le salon de l'agriculture et que toutes les caméras étaient braquées là-bas à Paris, vous aviez au Parlement européen, au même moment, la signature d'un nouvel accord de libre-échange, par exemple avec le Kenya et le Chili. Donc ça continue. Il faut en finir avec cette logique du tout marché. Je pense que nous n'avons pas vocation à être uniquement dans une économie de l'export et qu'on doit au contraire mettre le paquet dans la bifurcation écologique de notre agriculture, avoir une agriculture paysanne, relocalisée, et les moyens existent pour cela. Vous parlez de la PAC de l'Europe finalement, quand vous parlez des mesures que peuvent mettre en place l'Europe en matière de libre-échange, ça veut dire aussi des mesures, pourquoi pas, environnementales. Quelle PAC, quelle politique agricole commune vous prenez ? Écoutez, nous pensons véritablement que la PAC aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, et ce n'était pas toujours le cas, ça n'a pas été le cas par le passé, mais aujourd'hui, elle encourage une certaine forme d'agriculture. Une agriculture intensive, sur des surfaces toujours plus grandes, avec une prime aux plus grandes surfaces. Nous pensons au contraire que tout indique
que ce soit sur le plan écologique ou sur le plan sanitaire, y compris d'ailleurs pour nos agriculteurs qui sont en première ligne, c'est d'avoir une agriculture paysanne, locale, relocalisée. Et là-dessus aussi, on voit même à l'échelle nationale, il y a des politiques qui sont menées qui ne conviennent pas. Nous avions voté lors du dernier budget, nous avions fait voter 270 millions d'euros d'aide pour l'agriculture biologique. Et tout ça a été balayé par 49.3. Donc finalement, ce que les parlementaires ont voté pour aider cette agriculture a été ensuite balayé. De la même manière, je trouve qu'il y a une anomalie, je le dis, dans l'accueil qui a été réservé à Jordan Bardella ou aux dirigeants de l'extrême droite dans le salon de l'agriculture. Mais ce sont les agriculteurs qui décident. Oui, évidemment qu'ils décident, mais peut-être qu'on peut les aider à décider, si vous le voulez bien. Parce que c'est bien joli d'aller faire des selfies au salon de l'agriculture, mais en réalité, que vote le Rassemblement national ? Le Rassemblement national, par exemple, à l'Assemblée, il a voté avec la Macronie contre le plafonnement des marges des distributeurs. Mais... Le Rassemblement national siège au Parlement européen dans un groupe où est M. Bardella, où vous avez des gens qui votent les accords de libre-échange. Mais justement, pourquoi Jean-Luc Mélenchon, dans ce cas-là, ne va pas sur ce ring du Salon de l'Agriculture pour défendre ses idées ? D'abord, je ne crois pas que le Salon de l'Agriculture soit un ring, pour commencer. Et puis ensuite, je pense que dès lors que nous avons une délégation qui est représentée, que nos propositions sont portées, et elles le sont, alors tout va bien. Jean-Luc Mélenchon, il a l'occasion de s'exprimer. Évidemment, le Salon de l'Agriculture, c'est un événement extrêmement important. C'est un rendez-vous annuel, bien sûr, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a l'exposition médiatique suffisante, y compris pour parler de ces sujets. On va continuer juste sur le plan Écophyto qui a été mis en place pour justement, qui a été mis en pause à la demande des agriculteurs. Est-ce que vous pensez que finalement c'est une bonne chose ? Si on prend par exemple l'exemple des endives dans le Nord, on voit bien que pour l'instant il n'existe pas de solution sans phytosanitaire pour produire autant. Alors comment on fait pour résoudre cette équation entre nourrir la planète, la France et préserver les ressources ? Je crois que dire qu'il n'existe pas de solution, c'est faire insulte à beaucoup d'agriculteurs qui, eux, sont dans un autre modèle agricole et disent qu'il existe des solutions. Alors évidemment, j'en suis d'accord, ces solutions, elles ne conviennent pas si le but, c'est d'avoir une agriculture à bas coût et où tout est tourné vers le marché et l'export. Ça, c'est clair. Si, en revanche, on veut faire une agriculture paysanne, locale, bio, on le peut, et y compris en se passant d'un certain nombre de produits. Mais attendez, les premières victimes... Mais parce que, est-ce évidemment... que les personnes peuvent se payer cette agriculture-là ? Alors ça, c'est intéressant. Évidemment, là, il y a un modèle. Oui, disons les choses. Le modèle du moins cher, et comme consommateurs, on est tous intéressés, a priori, à payer moins cher, mais le moins cher a un prix, notamment sur la qualité des productions. Raison pour laquelle, quand par exemple vous dites qu'il faut augmenter les salaires, ce qui est une proposition qui a priori n'a rien à voir avec l'agriculture, mais plus de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français, c'est aussi la capacité pour eux de faire un choix d'une alimentation de meilleure qualité. Et qui peut penser que si on en avait toutes et tous les moyens, on ne chercherait pas à mieux s'alimenter ? Évidemment que ce serait le cas. Raison pour laquelle augmenter les salaires, augmenter les revenus des Françaises et des Français, c'est aussi un moyen d'orienter vers une alimentation d'une meilleure qualité. Autre fait d'actualité de la semaine, dans le Pas-de-Calais, de nouvelles inondations. On l'a vu cette semaine encore là, débordé. Le village de Bourte a été inondé pour la 4e fois. Écoutez ces réactions. Dès qu'il pleut, de toute façon, on ne dort plus de la nuit. Honnêtement, moi, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je sais que ça me lever, voir dehors, à côté du pont, voir comment ça se passe. C'est plus vivable. On ne dort pas, on ne vit pas. Aujourd'hui, je dois travailler. Je suis commerçante, je suis à Boulogne. Je ne peux pas partir travailler avec la boule au ventre en sachant si je peux rentrer chez moi, si tout va être inondé, si voilà. Les gens, ils commencent à en avoir jusque-là. Et malheureusement, on n'a qu'à subir, on ne peut pas faire grand-chose. On a eu beaucoup de réunions que le CIM-Sagel. Il y a des plans qui sont mis, on a fait un recensement pour faire une alerte. On a fait plein de petites choses. Mais le ciel, on n'y peut rien, le ciel. On n'y peut rien, le ciel, mais que peut faire un député, Adrien Quatennens ? D'abord, se tenir aux côtés de la population qui, honnêtement, monsieur l'a très bien dit, on a ras-le-bol parce que ces épisodes se répètent. Alors évidemment, il faut que l'État soit là et que l'état de catastrophe naturelle permette de soutenir toutes les victimes de cette situation. Après, je pense qu'il est maintenant... Il faut les aider à partir, ces gens. Est-ce que ce sont des délogés climatiques ? Il faut les indemniser pour quitter leur maison ? Les indemniser, en tout cas, c'est une évidence. Les encourager à quitter le territoire, j'en suis pas certain, en tout cas pas pour le moment. Par contre, c'est sûr, c'est que nous allons devoir affronter des chocs climatiques de cette envergure. Malheureusement, c'est pas être porteur de mauvaises nouvelles, c'est être réaliste que de dire que de plus en plus, et on le voit d'ailleurs, les événements climatiques extrêmes vont se démultiplier. Vous savez, par exemple, des fois, il y a des gens qui disent
on ne comprend pas bien le réchauffement climatique. Normalement, la conséquence première, c'est qu'il devrait faire plus chaud, pas qu'il se mette à pleuvoir. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Le changement climatique n'a pas des conséquences linéaires. Par exemple, le fait qu'il fasse plus chaud, le fait que l'atmosphère se réchauffe, fait qu'il y a plus d'évaporation d'eau et que donc des pluies de cette envergure, et on voit des fois des précipitations tomber en un temps extrêmement court qui représente plus d'un mois de précipitation, ça va malheureusement continuer. Et donc pour ça, il faut pleinement se mobiliser. Quand on parle de planification écologique, c'est aussi ça. C'est aussi prévoir ce qui s'annonce et avoir les infrastructures, avoir les capacités de mobilisation pour y faire face. Autre actualité de la semaine, un migrant est décédé, 2 autres ont disparu au large de Calais, un drame qui se répète depuis des années. Avant d'en parler, je vous propose de regarder ce rappel des faits. Les secours sont intervenus pour sauver près de 180 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord de petites embarcations similaires à celle-ci, filmées il y a 3 mois. Au moment de l'opération de sauvetage, des passagers expliquent que 3 personnes sont tombées à l'eau. L'une d'entre elles, inconsciente, est récupérée par les secours. Malgré leurs efforts, elle sera déclarée décédée à quai. 2 autres personnes sont toujours portées disparues. Les opérations de recherche ont été interrompues dans la soirée. Les associations comme Utopia 56, qui œuvrent auprès des migrants du Calaisis, accusent directement l'État. Avec des évictions toutes les 24-48 heures de la part de la police qui vole les tentes et les couvertures des personnes, cela pousse les gens à partir toujours plus vite, toujours plus loin. On constate des départs toujours plus au sud avec une augmentation de la prise de risque des personnes. C'est l'action de l'État à cette frontière qui pousse les gens à prendre des risques et donc qui engendre les catastrophes comme on a pu l'avoir hier. Le 14 janvier dernier, 5 migrants, dont un adolescent syrien de 14 ans, avaient déjà trouvé la mort au large de la côte d'Opale, dans une eau à 9 degrés. Ce nouveau drame porte donc à 6 le nombre de migrants morts dans la Manche depuis le début de l'année. Un lourd bilan en 2 mois, puisqu'à titre de comparaison, 12 personnes ont péri dans le détroit du Pas-de-Calais sur l'ensemble de l'année dernière. Adrien Quatennens, quelle solution pour Calais, pour le Calaisis, le littoral ? D'abord, c'est toujours bouleversant de voir de telles images, des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, tentent des traversées comme celle-ci, et avec toutes les conséquences que l'on voit. Moi, je pense qu'il est grand temps aussi d'aborder le sujet de l'immigration d'une autre manière. On a vu récemment à l'Assemblée nationale la loi immigration qui a été votée, une loi d'ailleurs qui reprend bon nombre d'éléments du programme de Jean-Marie Le Pen, qui a été votée avec la Macronie et même l'extrême droite. C'est une nouvelle alliance de ce point de vue. Et moi, je désespère de voir que le débat sur les mouvements de population en France est toujours abordé comme si les mouvements de population n'étaient qu'un problème et qu'on déployait toujours beaucoup d'intelligence pour repousser les gens, les empêcher de venir, sans jamais se poser la question de savoir, mais au fait, pourquoi les gens quittent leur territoire d'origine ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on les accueille ? Et comment on les accueille ? Et comment on les accueille ? À Calais, par exemple, déjà, il y a une chose qu'il faut régler à Calais, c'est que la plupart des gens, on le voit dans votre reportage, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent passer en Angleterre. Donc il faut réaffirmer une chose, la France n'a pas à être le garde-frontière de l'Angleterre. Et donc les accords du Touquet, ça fait longtemps maintenant qu'on le dit, il faut les rediscuter. Si ces gens veulent aller en Angleterre, ils doivent pouvoir aller en Angleterre et ce n'est pas à la France de devoir finalement les retenir de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ensuite, plus globalement, oui, il faut penser non seulement 2 choses, évidemment les conditions de l'accueil. Et je crois que la France n'est pas à la hauteur dans ces circonstances. Il n'y a pas actuellement de vague migratoire ou de déferlement comme on l'entend. Il y a des femmes, des hommes qui se déplacent et il faut pouvoir créer les conditions d'un accueil digne d'une part. Mais surtout, et j'insiste là-dessus parce qu'on ne le fait pas assez dans le débat public, alors permettez-moi de le faire, je crois qu'il est grand temps maintenant, quand vous parlez d'immigration et vos invités politiques, de leur poser la question. Pourquoi les gens partent et que fait-on pour, en quelque sorte, tarir ces flux migratoires, c'est-à-dire faire en sorte que les gens n'aient pas à se déplacer. Parce que vous savez que souvent, la migration, c'est contraint. Les gens ne partent pas de gaieté de cœur, quittent pas leur territoire d'origine de gaieté de cœur. Il y a des causes au mouvement de population. Les guerres, notamment, les conflits internationaux, dans lesquels la France a souvent son mot à dire. Le changement climatique, on vient d'en parler, qui d'ici 2050 va pousser des centaines de millions de personnes à migrer. Bref, c'est une souffrance, la migration. Et trop souvent, on voit la mer, que ce soit là à Calais ou même la Méditerranée plus au sud, devenir un cimetière. Et c'est insupportable pour tout le monde. Ça va être un des axes de campagne pour les européennes. On voit en tout cas que ça l'est pour le Rassemblement national, qui aujourd'hui est crédité de près de 30% des voix. Mais le Rassemblement national, d'abord, il n'a absolument aucune proposition sérieuse à faire. Jamais on entendra le Front national nous parler des causes des mouvements de population et ce qu'on peut faire pour améliorer l'accueil des femmes et des hommes qui tentent cette traversée. Donc c'est là-dessus que vous allez essayer de les... Non, ce que nous allons faire, c'est... ce que nous allons faire d'abord, c'est assurer le fait que dans cette élection européenne, on va tout faire pour en tout cas,
il y ait un maximum de participation populaire. Vous savez que les élections européennes, elles sont très souvent marquées par l'abstention. Et il se trouve que l'impression, c'est même plus qu'une impression, c'est que cette abstention, certains s'en réjouissent. En tout cas, ils ne font rien pour lutter contre. Vous avez aujourd'hui dans ce pays 10 millions de personnes, électrices, électeurs potentiels, 10 millions, qui ne sont pas ou mal inscrits sur les listes électorales. Ça fait 20% du corps électoral. Est-ce que vous avez vu le gouvernement s'en préoccuper? Moi, non. Est-ce que vous avez vu qu'on mène, y compris dans la région, de grandes campagnes pour inciter les gens à s'inscrire sur les listes? Non, rien n'est fait. Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi, en tout cas à mon avis. Parce que celles et ceux qui sont au pouvoir n'ont pas intérêt à ce que les milieux populaires se mettent à voter. Parce que les leurs vont voter. C'est d'ailleurs le sens d'une campagne que nous avons menée et qui fait beaucoup parler sur le fait que les riches votent et vous. Eh bien oui, il faut que la participation populaire s'accroisse et c'est pour ça qu'avec la France Insoumise, en ce moment et jusqu'au 3 mai, c'est la date limite d'inscription sur les listes électorales, nous menons tambour battant une campagne pour faire en sorte que l'inscription se fasse. Plusieurs thèmes d'actualité. Mais vous, Adrien Quatennens, en tant que député de Niort, quelle sera votre priorité pour cette année ? Ma priorité pour cette année, c'est d'abord évidemment de faire en sorte que lors de ces élections européennes, eh bien, les milieux populaires participent. Et ça, je souhaite véritablement y contribuer parce que c'est une nécessité absolue. Et puis ensuite, à l'Assemblée, il va y avoir encore d'autres sujets qui sont assez intéressants, notamment une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est annoncée par Gabriel Attal. Or, on le voit pour l'instant, tout ce qui a été fait sur le front de l'assurance chômage, notamment la réduction des indemnités des chômeurs, la réduction de la durée d'indemnité, ne ramène pas les gens vers l'emploi. Mettre la tête sous l'eau des gens ne les fait pas retourner au travail. La vérité d'ailleurs, c'est que ces lois, il n'y a eu aucun bilan de fait. Et juste permettez-moi de le dire, les derniers chiffres du chômage montrent que le chômage augmente. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal justement sur le chômage. On est à plus de 7% de chômage et vous vous déplacez partout. J'étais encore en Charente-Maritime il y a quelques jours, mais à chaque fois que je me déplace, vous avez des gens qui cherchent à recruter. Premièrement. Dit il y a quelques mois, et deuxièmement, quand le chômage augmente, on va allonger la durée d'indemnisation. Et deuxièmement, François Langlais, on a aussi une attente des Français que j'entends, qui est de dire qu'on doit toujours avoir un modèle qui incite à la reprise d'emploi et que travailler doit toujours apporter plus que ne pas travailler. Moi, je me retrouve totalement, et je vais vous dire, les Français qui nous écoutent là, qui sont en route vers le travail dans leur voiture, je pense qu'ils se retrouvent aussi derrière cet objectif. Travailler doit toujours apporter plus que ne pas travailler, et notre modèle social doit inciter davantage à l'activité. Et donc oui, moi je suis favorable à ce qu'on rouvre ce chantier. Alors, Adrien Quatennens, comment comptez-vous combattre cette loi que vous ne portez pas dans votre cœur, visiblement? Mais d'abord, il faut dire une chose, Gabriel Attal, il est complètement aux fraises sur la question de l'emploi. Pardon de parler aussi directement. Mais évidemment, oui, c'est vrai, partout, moi-même, si on se déplace rien qu'à Lille, là, on va trouver des endroits où il y a des gens qui n'arrivent pas à recruter. C'est vrai. Et il y a des endroits où il y a des problèmes de formation, c'est vrai aussi. Mais si on élargit un petit peu la focale, vous avez beaucoup plus de chômeurs disponibles que d'emplois non pourvus. Le problème se situe moins dans le fait que les femmes et les hommes au chômage, ce qui est une souffrance, le chômage, ne veulent pas retourner au travail, que le fait qu'il manque de création d'emplois pérennes. Par exemple, parfois les chiffres du chômage, les statistiques du chômage, incluent des emplois extrêmement courts. Vous savez que, par exemple, si vous travaillez un jour dans le trimestre, vous sortez des statistiques du chômage. Et après, M. Attal peut venir vous voir et dire « le chômage baisse ». Mais souvent, quand il le dit, vous êtes de nouveau au chômage. La vraie solution pour créer de l'activité et de l'emploi, c'est plutôt de partager le temps de travail. Voilà de quoi nous avons besoin. Il n'y a pas assez d'emplois non pourvus pour la masse de chômeurs que nous avons. Et juste une chose sur de licenciements dans la région, on reste sur l'emploi. Attendez, juste sur Gabriel Attal et ce qu'il vient de dire sur le fait de dire le travail doit rapporter plus que le fait de ne pas travailler. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Rapidement. Mais lui, sa solution, c'est quoi? C'est pas d'augmenter les salaires, c'est de baisser les indemnités. Rapidement, avec ça, on ne peut pas être d'accord. Christian Draca, Val-d'Une, ce sont des exemples de plans sociaux, de licenciements dans la région. Que peut faire le politique contre l'économique? Bon, il y a deux sujets qui sont différents. D'abord, à Val-d'Une, qui fabrique des roues et des essieux pour le ferroviaire. Le constat, il est le même. Aujourd'hui, oui. Que peut faire le politique justement pour intervenir, pour aller plus loin? Bien, puisqu'on parle de souveraineté industrielle, l'État devrait en effet se mouiller. Par exemple, sur Val-d'Une, alors il y a un repreneur qui est trouvé, Europlasma, c'est 178 emplois qui vont être a priori sauvés, mais il en reste 131 à sauver. Donc l'État pourrait intervenir dans les négociations pour faire en sorte que ces emplois soient maintenus. Ensuite, sur la situation à Calais, de Prispian, là c'est autre chose, on est sur un autre secteur, c'est du câble de fibre optique. Et là, on a un employeur qui, du jour au lendemain, au mois de novembre, a annoncé qu'au mois de février, ça allait fermer. Donc à un moment donné, si vous voulez, on a toujours au sommet de l'État des grands discours sur la souveraineté industrielle, mais quand on a des acteurs industriels
industriels qui mettent la clé sous la porte sans justifier de rien, l'État est aux abonnés absents. Sur Prismio, en tout cas, c'est le cas. Une nouvelle loi, il faut une loi pour ça? Je pense qu'il faudrait des contreparties, en tout cas, aux aides qui sont versées. Parce que vous savez, les premiers assistés de ce pays, c'est les grands groupes qui ont bénéficié à plein des aides publiques de l'État, qui coûtent extrêmement cher, sans aucune contrepartie sociale et environnementale. Il faudrait des contreparties aux aides qui sont attribuées par l'État. L'émission touche à sa fin, on va parler de sujets un peu plus politiques aujourd'hui. On sait que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon peut cristalliser des tensions, notamment pour une alliance éventuelle aux européennes. Ça a été évoqué par les partenaires. Je vous propose d'écouter ces personnes rencontrées à Lille. Jean-Luc Mélenchon, moi je suis pas trop fan et je pense qu'il doit... il a fait son temps, quoi. Il doit laisser la main à d'autres personnes. Et après, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il a déjà une image que les gens ont. Et peut-être qu'une nouvelle personne pourra remodeler une nouvelle image de la gauche, peut-être qu'il sera mieux. Il n'y a pas de grande réussite derrière non plus, donc peut-être que oui. Après, je suis pas fan du personnage, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autres leaders, vraiment. Il n'y a pas de leader qui se soit dégagé. Si, il y en a un que j'aime bien, c'est... Il faisait des films avant. François Ruffin. François Ruffin, j'aime bien François Ruffin. Mais bon, il est très peu connu. Hein. Alors, François Ruffin, quelle personnalité pour 2027 ? Déjà, vous avez choisi les personnes que vous interrogez, vous avez fait une sélection, parce que moi, je peux vous emmener dans des endroits où on va dire que du bien de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez. Non, écoutez, je crois que ce n'est pas sérieux de prendre le débat sous cet angle-là. Je pense, en réalité, que qui que ce soit qui incarne un programme de rupture, à un moment donné, lorsqu'il s'approche de la capacité à accéder au pouvoir, subira les foudres et les attaques du système. Il n'y a pas un problème de gouvernance quand même d'une façon générale à LFI. On a vu que Julien Poil avait pointé du doigt en claquant la porte. C'était votre candidat pour les municipales de Lille. Il n'est plus chez LFI. Écoutez, c'est un choix qui appartient à la personne que vous citez. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que... Il dit que les voix dissidentes ne sont pas entendues. Écoutez, je ne connais pas beaucoup de mouvements dans lesquels on entend, y compris médiatiquement, autant de voix dissonantes s'exprimer. Si, la France Insoumise, ce sont des personnalités différentes, des parcours politiques différents, un mouvement qui a son fonctionnement démocratique, qui se réunira d'ailleurs bientôt lors d'une convention, il y a des votes. Je ne vois pas que ce fonctionnement pose problème. Maintenant, il y a toujours des personnes qui ont des choses à dire, et puis d'ailleurs, c'est bien qu'elles puissent le faire. Et vous-même, 2026, candidat pour Lille peut-être ? Alors ça, c'est quelque chose qui revient de manière assez systématique. On a le temps. Oui, d'abord, il y a le 9 juin et les élections européennes. Ce n'est pas le moment de parler de mes ambitions personnelles. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Très beau dimanche.